M. Hervé Morin. Les choses ont beaucoup bougé depuis quelques années, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de réformes ont été introduites, mais on parle toujours des mêmes sujets. C'est extraordinaire. J'ai été celui qui a porté la parole de François Bayrou durant la campagne présidentielle de 2007 sur ces sujets. J'ai dû participer à peu près à tous les débats qui ont été organisés par le barreau de Paris, par les syndicats de magistrats, par telle ou telle association. J'avais en général André Valigny et Patrick Devedjian avec moi. À chaque fois, le président qui portait les débats disait l'un des trois sera probablement le futur garde des Sceaux. Aucun des trois ne l'a été, comme quoi vous voyez que rien n'est jamais inscrit. Mais j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là et je constate que les mêmes questions se posent toujours. Alors vous me pardonnerez pour ceux qui sont passionnés de tel ou tel point, mais le droit est immense aujourd'hui. Et je n'évoquerai pas le droit économique, je n'évoquerai pas les alternatives à l'incarcération, la médiation pénale ou la médiation judiciaire, l'application des peines. Je n'évoquerai même pas, pour moi qui suis un publiciste et un ancien professeur de droit administratif, les juridictions administratives et le droit administratif. Mais j'aimerais simplement évoquer quelques grands principes qui pourraient porter notre réflexion sur le sujet. Et je voudrais commencer par une formule, et je vous poserai la question de savoir qui a pu dire cela. Cet homme disait en 2006, en mai 2006, « Une grande démocratie ne doit pas avoir peur de l'indépendance de sa justice ». Eh bien, c'est le président de la République, alors candidat à l'élection présidentielle, qui concluait la convention de l'UMP sur la justice. Eh bien, je vous dis, cette phrase-là, elle me va bien. Moi aussi, je considère qu'une grande démocratie ne doit pas avoir peur de sa justice et qu'en effet, de la façon dont on traite la justice, on aborde ainsi et on donne un sens à la conception qu'on a de l'État et de la démocratie. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, pour nous centristes, et j'allais dire pour nous centristes, que nous soyons à gauche du centre ou à droite du centre, du MoDem au nouveau centre, nous sommes les seuls à assumer une idée simple à laquelle nous croyons, qui est directement dans notre filiation philosophique et intellectuelle. Nous assumons l'idée que la justice est un pouvoir et que ce pouvoir doit être indépendant. Pour nous, une démocratie est une démocratie équilibrée quand cette démocratie est constituée d'un pouvoir exécutif, d'un pouvoir législatif, mais aussi d'un pouvoir judiciaire. Et nous assumons, je le dis, je souhaite que nous portions dans la grande tradition de la famille centriste l'idée que la magistrature et la justice en France doivent être indépendantes et qu'elles doivent être à l'abri et à l'écart de tout soupçon. Et pour cela, à mon sens, cela doit reposer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est une idée que nous avions eue avec François Bayrou et que je retiens et que je porte encore et que je souhaite vous faire partager, c'est que nous devons avoir un garde des Sceaux qui soit garant du bon fonctionnement de la justice et de l'indépendance de celle-ci. Et pour cela, je continue à défendre l'idée qui était la nôtre, qui est celle d'un garde des Sceaux proposé par le président de la République, membre du gouvernement, mais qui est validé par le Parlement à une majorité des 2/3. En quelque sorte, un garde des Sceaux qui soit plus qu'un procureur général de la nation, mais qui soit un garde des Sceaux qui doit avoir à la fois la confiance de la majorité et de l'opposition, en quelque sorte un garde des Sceaux qui soit chargé par la représentation nationale, par l'expression de la souveraineté nationale que représente le Parlement, et bien chargé à la fois du bon fonctionnement de la justice et de l'indépendance de la justice. Il est néanmoins membre du gouvernement parce qu'il est chargé de défendre le budget de la justice et participer à l'organisation de cette délibération collective que représente le Conseil des ministres, mais tout en étant donc membre du gouvernement, il est
chargé, au nom de la nation, d'assurer l'indépendance de la justice et les conditions de sa nomination l'amènent à pouvoir prendre de la hauteur. J'ajoute qu'il devrait, dans ce cadre, en quelque sorte chaque année, devant le Parlement, au-delà de la présentation de son budget, être amené à un grand discours sur l'état de la justice en France et de présenter la politique pénale générale, parce qu'en effet, il appartient au pouvoir politique, dans le cadre des lois et règlements de la République, de fixer les grandes lignes de la politique pénale générale. Et donc cette idée que nous avons défendue et que j'ai défendue avec acharnement durant l'élection présidentielle de 2007, eh bien je souhaite encore la défendre, parce que pourquoi refuser ou pourquoi s'écarter d'une idée qu'on trouvait bonne, qui pour moi doit l'être encore. Le deuxième pilier, c'est la nomination des membres du parquet. Il faut, je le dis clairement, en finir, et de toute façon nous finirons par là parce que la Cour européenne des droits de l'homme finira par nous l'imposer, eh bien je vous le dis, il faut que les membres du parquet soient nommés avec un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, comme le sont les magistrats du siège. Et enfin, cette indépendance, elle doit être aussi préservée ou protégée par une troisième disposition qui me semble pour moi capitale, c'est le fait d'interdire à tout homme politique de commenter ou de critiquer les décisions de justice, ou tout du moins à tout pouvoir de critiquer les décisions de justice. Les Britanniques le font, eh bien moi je souhaite que les Français le fassent, et qu'ils le fassent soit en fixant un principe, soit, s'il le faut, en considérant que toute infraction à ce principe pourrait faire l'objet d'une sanction. Je crois qu'il est malsain, profondément malsain, de remettre en cause les décisions de justice. Notre système, globalement, marche bien. Le système judiciaire produit des centaines de milliers de décisions de justice avec des moyens de bout de chandelle. Il y a bien entendu des erreurs qui sont lourdes. Il y a des manquements qui font scandale. Nous les connaissons, nous en avons souvent entendu parler, mais on oublie que l'immense majorité des décisions qui sont prises par le système judiciaire sont des décisions qui sont prises et bien prises. Et donc, ce que je souhaite, c'est que nous n'attisions pas les mauvais sentiments, que nous n'attisions pas la rumeur, que nous n'attisions pas le soupçon, et que nous nous écartions de cette idée que c'est en brocardant une profession qui n'est pas beaucoup mieux vue que le monde politique qu'on va améliorer les choses. Et donc pour cela, je considère qu'on doit se fixer un principe simple: on ne condamne pas et on ne commande pas les décisions de justice, et on permet éventuellement au système judiciaire, grâce aux voies d'appel et de cassation, de corriger les erreurs judiciaires qui immanquablement finissent par arriver un jour ou l'autre, parce que c'est un système d'hommes. Mais ce n'est pas parce que c'est un système d'hommes et qui est donc faillible que pour autant on doit remettre en cause par des commentaires des plus hautes autorités politiques ce système qui est fragile et en tant que tel qu'on doit protéger, parce que si on ne le protège pas, eh bien c'est la loi elle-même qu'on rend fragile. La quatrième chose que je voudrais dire, même si elle n'est pas du même niveau, c'est que je pense que les magistrats, quand ils sont en fonction, comme les politiques, doivent être à l'abri d'un certain nombre de tentations, et au moins d'une seule, parce que l'indépendance, c'est aussi dans la tête, c'est aussi un comportement. Le bâtonnier Le Borgne le disait tout à l'heure, Maître Le Borgne le disait tout à l'heure en disant « c'est aussi éventuellement l'idée qu'on pourrait avoir dans sa carrière tel ou tel avantage, ou que sa carrière pourrait aller plus ou moins vite en fonction d'amitié et de services rendus ». Eh bien, moi, je pense qu'il y a au moins une chose sur laquelle tout le monde pourrait être d'accord, c'est considérer qu'un magistrat comme un parlementaire ne saurait obtenir une décoration, que ce soit la rouge ou la bleue, le temps qu'il est en exercice. Ça ne coûte rien, et en même temps, c'est ainsi. Donc la première chose et le premier principe
que nous pourrions nous fixer, nous, pour notre formation politique et dans le cadre de notre projet, c'est l'idée que nous défendrons l'indépendance de la justice et que nous mettrons les moyens juridiques pour faire en sorte que cette indépendance soit en effet assurée. Deuxième sujet, le fonctionnement de la chaîne pénale. Alors j'ai décidé de le faire d'aval en amont, ça n'est pas, ou d'amont en aval, ça n'est pas forcément intellectuellement des plus brillants, mais vous me pardonnerez cela. Tout d'abord sur l'accès au droit. Comme le président du FC Que Choisir, je suis favorable à la class action, à l'action de groupe. Je pense que nous avons besoin de cela comme à la fois possibilité pour les citoyens de se défendre, de pouvoir obtenir gain de cause et réparation d'un préjudice, parce que quand vous êtes seul face à un monstre industriel ou face à des oligopoles, eh bien, il vous est très difficile d'obtenir gain de cause. Et donc, je suis intimement convaincu que nous devons introduire l'action de groupe comme moyen pour nos concitoyens et nos compatriotes, notamment sur les questions de droit de la consommation. On doit leur permettre d'accéder à l'action collective. Après, il reste les dispositifs techniques dans lesquels je ne rentrerai pas, parce que sinon, nous y sommes jusqu'à 19h30. Mais je suis convaincu que l'action de groupe est un moyen de prévention. Et on va prendre le cas du médiateur et l'industrie pharmaceutique. Dans cette question-là, il y a au moins 3 sujets. Il y a comment sont mis sur le marché les médicaments, comment on évite les conflits d'intérêts d'experts qui, certes, ne sont pas rémunérés lorsqu'ils analysent telle ou telle molécule, mais qui sont rémunérés par l'entreprise pour 8 ou 10 travaux différents ou supplémentaires. Certes, il y a la question de l'évaluation, mais il y a derrière cela une autre question. C'est comment faire en sorte que l'industrie pharmaceutique elle-même fasse preuve de plus de prudence et plus de précaution parce qu'elle sait qu'elle est sous la menace ou sous le risque d'une action collective. Et donc moi, je suis intimement convaincu que dans le cadre d'une politique de précaution ou de prévention, eh bien, l'action de groupe est un moyen d'éviter par la suite un certain nombre de dérives. Il y a l'autre question de l'aide juridictionnelle. Alors, notre bâtonnier de Saint-Quentin est parti, mais à mon sens, c'est un panel de mesures qu'il faut prendre. On ne peut pas se limiter simplement à dire qu'il faut augmenter l'aide juridictionnelle, parce qu'on sait très bien que l'aide juridictionnelle, avec ses 300 millions d'euros, on ne la doublera pas dans les années qui viennent, compte tenu de la situation des comptes publics. Alors on peut aussi penser qu'au-delà des améliorations ponctuelles sur ce sujet, quand la croissance sera revenue et l'équilibre des comptes assuré, mais aussi on peut, ce que nous avions pensé à l'époque, créer un internat d'avocats, comme il y a un internat de médecine, estimer que les jeunes avocats, durant leurs premières années, pourraient ainsi acquérir des compléments de formation à travers cet internat et de participer ainsi à l'aide juridictionnelle. On peut aussi estimer, notamment pour les classes moyennes, la création d'une déductibilité fiscale sur les frais d'avocat, mais en même temps, reconnaissons-le, si nous le faisons, nous introduisons une niche fiscale supplémentaire que nous dénonçons à longueur de journée. Et enfin, nous pourrions, comme aux États-Unis, estimer que les grands cabinets d'avocats doivent un certain nombre de dizaines ou de centaines d'heures d'aide juridictionnelle, comme le font les pays anglo-saxons. Ce pourrait être une autre piste. Bref, il faut multiplier les moyens pour faire en sorte que nos compatriotes, notamment les plus modestes, puissent accéder aux droits. Ensuite, la question de la garde à vue, qui sera une question d'actualité, puisqu'elle arrive au Parlement et à l'Assemblée nationale demain. Sur cette question-là, ma position est extrêmement claire. J'ai toujours eu la même. Elle n'a jamais changé. J'estime qu'un citoyen doit bénéficier d'un avocat à la première minute de sa garde à vue, qu'il s'agit d'un droit fondamental pour faire en sorte que sa défense soit assurée. J'ajoute
qu'au-delà de la présence de l'avocat à la première minute de la garde à vue, on doit faire en sorte que la garde à vue soit assurée dans des conditions de dignité humaine qui ne sont pas aujourd'hui remplies dans les commissariats et dans les gendarmeries, mais notamment dans les commissariats et les tribunaux. On ne peut pas accepter un seul instant que des pratiques d'un autre temps amènent un des nôtres, à être en garde à vue sans avoir le droit d'aller aux toilettes, sans pouvoir boire ou sans pouvoir se nourrir. Ce qui veut dire très clairement que des instructions soient données pour que les conditions de la garde à vue ne remettent pas en cause les éléments fondamentaux de la dignité humaine. Il n'y a pas pire qu'une garde à vue. J'ai encore en souvenir, parce que je parle devant des habitants de ma commune, du maire de la commune voisine, Elisabeth Simon, agricultrice à Lioré, qui s'est retrouvée un jour en garde à vue et qui a été choquée pendant des mois par les conditions de sa détention. Et donc, je le dis, c'est une mesure très dure. C'est en quelque sorte une mesure qui est une peine privative policière de liberté et il faut qu'elle soit encadrée par l'avocat au premier instant et par des conditions qui soient des conditions qui respectent la dignité humaine. J'ajoute que, bien entendu, dès lors qu'on a fixé ce principe-là, il ne faut pas y ajouter immédiatement un certain nombre de dérogations. Et je ne trouverais pas acceptable qu'introduisant cela dans le Code de procédure pénale demain à l'Assemblée nationale, on imagine un nouveau dispositif type l'audition libre qui deviendrait le moyen de détourner la garde à vue si on décide de créer un système comme l'audition libre ou si on maintient, ce qui sera forcément le cas, la convocation, eh bien, on doit aussi considérer qu'une convocation est aussi un moment où on peut être accompagné de son avocat si on le souhaite. Troisième sujet, après la garde à vue, le rôle du parquet et de l'instruction. J'ai beaucoup aimé les propos de maître Pierre-Olivier Sûr sur le sujet qui m'ont ouvert une perspective que je n'avais pas. Donc je ne l'écarte pas complètement parce que dans son dispositif, on voit bien qu'il y a une nouvelle articulation entre le parquet et le juge d'instruction. Mais je continue à défendre l'idée que nous avons besoin en France d'un juge de l'instruction et que ce juge de l'instruction doit être l'arbitre des procédures pénales. En clair, vous avez un parquet qui est en charge de l'accusation, vous avez un citoyen qui est défendu avec son avocat, et entre les deux, vous avez un arbitre qui est en charge des grands moments de la procédure pénale et qui est celui qui assure une procédure et une enquête et une instruction qui soient réellement protectrices des droits fondamentaux, parce que la situation actuelle n'est pas saine. On a beau créer des pôles d'instruction, on a beau sortir le juge de son isolement. La situation, j'en ai parlé 20 fois avec des juges d'instruction, la situation d'un juge d'instruction seul qui serait à charge et à décharge, c'est une schizophrénie qui fait qu'au bout d'un certain temps, pour les besoins de l'enquête, on finit par prendre parti, même si on veille à préserver les droits de l'autre. Et à travers cela, eh bien, on sort de l'équilibre. Et pour retrouver l'équilibre, je souhaite que nous ayons un juge de l'instruction qui soit celui qui prenne les grandes décisions au moment clé de la procédure et qui en même temps soit en capacité de pouvoir relancer telle ou telle enquête ou telle procédure dès lors qu'il estime que la procédure traîne, la procédure tire en longueur ou qu'il est important qu'on puisse la réengager sur une autre voie, qu'il soit en quelque sorte un juge arbitre et un juge qui puisse être éventuellement, qui fusionne ce rôle d'arbitre et de juge des libertés et de la détention. Troisième ou quatrième sujet,
Les délais, sujet majeur, qu'on a peu évoqué, Jean-Marie, cet après-midi, qui est l'obligation pour la France de pouvoir juger dans un délai qu'on appelle raisonnable. Je voudrais que nous abordions la question en traitant de cette question, la question des délais par l'idée d'un nouveau droit opposable. Un nouveau droit opposable dont bénéficieraient les citoyens, qui serait celui d'obtenir une décision dans un délai décent. Dans un délai décent. Comme il y a aujourd'hui un droit opposable au logement, alors vous allez me dire, tu parles, comment ça marche? Ça ne marche pas parce qu'on est face à une situation très claire, il manque 1 million de logements en France. Mais je reste intimement convaincu que pour faire en sorte qu'on se préoccupe réellement de ce sujet, nous abordions la question en examinant la possibilité d'ouvrir un nouveau droit aux citoyens, un nouveau droit opposable, qui serait le droit d'obtenir une décision de justice dans un délai décent. Parce que, très franchement, quand j'étais prof de droit administratif et que j'évoquais avec mes étudiants un recours pour excès de pouvoir sur un acte administratif qui intervenait et qui permettait l'annulation de cet acte 5 ans, 6 ans, 7 ans après, quel est le sens d'un recours en annulation qui obtient gain de cause devant le Conseil d'État 5 ans après le lancement de la procédure? De même, quel est le sens d'une sanction pour un délinquant, mais aussi pour la victime, quand elle intervient 3 ans, 4 ans après que les faits aient été commis? Et donc, il me semble absolument indispensable qu'on le traite en mettant en quelque sorte la jugulaire, en obligeant le système judiciaire. Alors ça nous impose 2 choses. La première, c'est traiter le stock considérable. Et Pierre Fauchon m'a proposé une idée que je ne trouve pas stupide du tout. Alors elle existe déjà, mais il faudrait l'amplifier. C'est en quelque sorte des magistrats volants, une espèce de brigade volante qui irait de tribunaux ou de cours d'appel en cours d'appel pour traiter ces stocks et faire en sorte que nous revenions à zéro et qu'on puisse ainsi repartir d'une situation qui était une situation épurée. La deuxième chose qu'il nous faut, et ça c'est absolument indispensable si on veut aborder la question des délais avec sérieux, c'est qu'il faut en effet, plusieurs l'ont évoqué à la tribune cet après-midi, il nous faut un système juridique qui soit moins complexe et surtout moins instable. J'évoquais toujours au moment de la campagne de 2007 qu'on avait eu 21 réformes du Code de procédure pénale en 23 ans. J'avais fait le décompte. J'imagine que 4 ans plus tard, on doit être à 25 réformes du Code de procédure pénale en 27 ans. On doit être à peu près à ce niveau-là. Il faut donc que ce mal français qui est l'instabilité juridique, eh bien, on le traite avec encore plus de vigueur et de rigueur quand il s'agit du Code de procédure pénale, et que par ailleurs, on est en permanence en tête qu'à chaque fois qu'on introduit tel ou tel élément de procédure, on allonge les délais, et donc il faut avoir des procédures qui aient en permanence comme objectif qu'elles n'allongent pas les délais de jugement. 4e ou 5e sujet, parce que je ne les ai pas numérotés bêtement, le tribunal correctionnel, ce qui me permet d'aborder un autre sujet d'actualité. Est-ce que l'introduction de jurés populaires dans les tribunaux correctionnels serait un moyen d'accroître la sévérité des tribunaux et de punir plus sévèrement les délinquants? Puisque c'est ainsi que le président de la République a évoqué l'introduction des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels. Je n'y crois pas un seul instant, parce que l'analyse des cours d'assises et l'analyse de l'expérience des magistrats ayant présidé des cours d'assises, eh bien, est rigoureusement différente de celle-ci. Quand nos compatriotes sont en situation de juger, ils pèsent et mesurent le poids de leurs responsabilités, et nous avons affaire à des concitoyens qui jugent avec mesure et avec équilibre. Je ne voudrais pas, en revanche, oublier que
La cour d'assises et les tribunaux correctionnels, c'est radicalement différent. Quand on est en cour d'assises, on est appelé à juger en quelque sorte, non plus à aborder les questions de droit, on est amené à traiter, du quantum de la peine et de votre culpabilité. Quand il s'agit de procédures devant les tribunaux correctionnels, ce n'est pas la même question. On aborde des questions de droit éminemment techniques, avec une technicité considérable. Et que mon inquiétude que ces questions techniques et juridiques soient traitées par des non-professionnels m'amène à être extrêmement réservé. Comment, lorsqu'on n'est pas juriste, lorsqu'on n'est pas un fin spécialiste du droit, on est en situation de pouvoir juger d'une peine liée à une problématique de droit fiscal, par exemple. Puisque le droit fiscal peut vous amener à vous retrouver en correctionnel et être emprisonné. Je crois de mémoire qu'on peut aller jusqu'à 3 ans de prison pour un certain nombre de délits fiscaux. Et donc, je voudrais qu'on prenne en compte le fait que la procédure en correctionnel et les sujets des tribunaux correctionnels sont radicalement différents, ou sont sensiblement différents et sensiblement plus complexes que ce que nous avons à traiter en assises. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que si on décide de les mettre partout, ces jurés populaires, ce que je crois impossible, va se poser une autre question qui est celle de l'indépendance. Maître Le Borgne, avec l'ironie qui était la sienne, évoquait la vie du magistrat, et le magistrat qui se renferme sur lui-même pour éviter toute suspicion sur les liens qui pourraient être les siens avec les responsables politiques locaux, avec la bourgeoisie locale, avec tel ou tel homme ou femme d'influence du ressort du tribunal dans lequel il exerce. Bien, permettez-moi de vous dire que cette question-là permanente chez nos compatriotes le sera d'autant plus quand, dans un tribunal correctionnel, il se retrouvera face à un citoyen qu'éventuellement il connaîtra, ou dont il connaîtra tel ou tel membre de la famille, au moment où il sera jugé. Je veux dire, quand on va être dans un département de 200 000 habitants, en zone rurale, un jour ou l'autre, vous aurez une fois sur deux quelqu'un qui dira « mais celui qui est à la table du tribunal, celui-ci, mais je me demande si il n'a pas comme cousin ou comme oncle telle ou telle personne que je connais ou qui connaît telle ou telle personne. » Donc on va avoir là un risque de suspicion supplémentaire qui est loin d'être négligeable et que je voudrais soulever. Enfin, dernière chose, s'il s'agit en revanche de faire en sorte que nos compatriotes apprécient encore un peu plus la difficulté du métier de magistrat, de la difficulté de l'exercice du métier de la justice, eh bien, je veux bien qu'on l'aborde ainsi, qu'on l'aborde avec précaution, mais on voit bien qu'on est très loin de l'objectif affiché qui serait que dès lors qu'on va mettre le peuple au sein des tribunaux correctionnels, on aura des peines plus sévères permettant de lutter plus rigoureusement contre la délinquance. Je crois que ça n'est pas vrai, mais qu'en revanche, on puisse l'aborder comme un moyen d'apprécier en quoi la justice est quelque chose de précieux et quelque chose de difficile et quelque chose qui doit être apprécié avec mesure, eh bien, pourquoi pas. Mais il faut, à mon sens, l'aborder sous un angle rigoureusement différent de l'angle qui est souvent aujourd'hui présenté. Sujet suivant, toujours de l'amont vers l'aval. La prison, pour finir. C'est un sujet que je connais bien. J'ai beaucoup travaillé sur la question pénitentiaire. Et comme le contrôleur aux prisons,
je voudrais dire que ce n'est pas parce que, madame, on a en effet des conditions de logement indécentes pour une partie de nos compatriotes qu'on doit se satisfaire du fait que la situation ne soit pas bonne dans les prisons. C'est pas en tirant les choses vers le bas qu'on améliore les choses. Et je suis du même avis que lui quand il dit qu'à travers cette question-là, on aborde la question de la sécurité. Parce qu'on est schizophrène sur cette question. Et tous les autres pays européens l'ont compris depuis belle lurette. C'est parce qu'on donne des conditions de détention qui permettent la lutte contre la récidive et qui permet la réinsertion qu'on va lutter contre la délinquance. Si vous faites de la prison simplement un lieu de sanction, un jour ou l'autre, eh bien, ces détenus, quand ils auront purgé la peine, reviendront dans la société, puisque, un jour ou l'autre, vous sortez de prison. Eh bien, si on veut bien aborder ça sous ce seul angle, pour moi, il y en a un autre qui est philosophique, c'est que je pense que l'homme est amendable. Je pense que l'homme peut s'améliorer. Je pense que l'homme peut faire l'objet de rédemption. Je le crois profondément. Eh bien, au-delà de cela, si on veut l'aborder de façon plus cynique ou plus efficace, faire en sorte que les conditions de détention en France s'améliorent, c'est le meilleur, c'est un moyen pour lutter contre l'insécurité. C'est un moyen pour permettre à nos citoyens de pouvoir vivre dans une société qui soit plus sûre. Parce que quand vous avez 60 000 détenus par an en stock, ça veut dire qu'en flux, avec les courtes peines et la détention provisoire, vous avez entre 100 et 150 000 personnes qui passent chaque année dans nos prisons. Et donc on a tout intérêt que ces hommes et ces femmes qui, à un moment, pour un acte qui mérite une sanction, et qui passent un certain temps en prison, eh bien que ces hommes et ces femmes qui passent ce temps en prison, eh bien qu'on essaie de faire en sorte qu'ils ne puissent pas ou qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne soient pas en situation de récidive le jour où ils franchiront les portes de la prison. Et donc, il faut faire en sorte que sur la politique pénitentiaire, nous abordions cela avec une idée simple. Il faut que la prison soit en effet lieu de sanction, mais que la prison soit en effet un lieu de lutte contre la récidive. Ce qui veut dire très clairement qu'il faut mettre en place les moyens qui permettent à chaque détenu de pouvoir se former, de pouvoir travailler, de pouvoir s'éduquer, de pouvoir apprendre à lire ou à écrire, et de retrouver un certain nombre de comportements qui sont les comportements de la vie sociale quotidienne. Se lever, sortir. Alors qu'aujourd'hui, vous avez, quand vous visitez une prison, une situation absolument ahurissante où on ferme les portes des cellules. Alors ça dépend entre les maisons d'arrêt et les centres de détention. Entre 6h, entre 18h et 19h, où on regarde la télévision jusqu'à 4h du matin, et où, grosso modo, la vie recommence à 14h ou à 15h, et où un certain nombre de détenus, grosso modo, n'ont aucun cadre. Si on veut faire en sorte que, si on veut vraiment lutter contre la récidive, eh bien, on commence par redonner un cadre de vie, qui est le cadre de vie normal de vous et moi, c'est-à-dire de se lever le matin, de prendre son petit déjeuner, de déjeuner, de dîner, d'avoir des pratiques sportives, culturelles, de s'éduquer, de se former, d'apprendre à lire et à écrire. Ça, c'est le b.a.-ba de ce que devrait être la vie en monde carcéral. Et ce qui veut dire aussi que nous devons avoir des services sociaux éducatifs nettement plus puissants qu'ils ne sont aujourd'hui. Nous avons des effectifs qui sont des effectifs indigents compte tenu de la population carcérale que nous avons. Et si nous voulons partir de l'idée, deuxième principe, qu'on doit éviter autant que possible les libérations sèches, mais avoir au contraire un système de tuilage progressif
entre le monde, entre l'emprisonnement et la libération, eh bien, nous devons avoir des services pénitentiaires et des services sociaux qui sont dotés suffisamment pour leur permettre de remplir cette mission. Enfin, troisième sujet sur le monde pénitentiaire, nous avons en France, je suis en train de mener un gros travail sur les questions d'exclusion et je constate que c'est exactement la même chose, c'est que la psychiatrie en France est en naufrage. Et le naufrage, on le vit avec la grande précarité et le SDF, où il n'y a aucun moyen psychiatrique disponible pour lutter contre la précarité et l'exclusion, alors que 20 à 30% de ceux qui sont aujourd'hui dans cette situation souffrent de troubles psychiatriques, on est sur des proportions à peu près équivalentes en prison. Eh bien, là aussi, nous devons considérer, ça a été évoqué tout à l'heure, qu'il y a un vrai chantier pour notre pays qui dépasse largement le seul monde carcéral, mais qui concerne la totalité de la société française. Enfin, dernier sujet qui est, lui, totalement horizontal, qui est celui du recrutement de nos magistrats. Je crois, comme Maître Le Borgne, qu'il faut ouvrir et aérer le métier. Je pense que l'idée selon laquelle, par exemple, on ne puisse pas être juge d'instruction à la sortie de l'école, mais que c'est plutôt des magistrats cabossés ayant une expérience de la vie qui soient en situation de pouvoir exercer des fonctions qui sont des fonctions extrêmement graves, puisque, à travers cela, il dépend de la liberté d'un homme ou d'une femme. En effet, pourquoi pas, je l'ai souvent entendu, réfléchir à une séparation du grade et de l'emploi pour faire en sorte que nous puissions avoir des hommes en responsabilité qui soient dans des fonctions comme celle de juge d'instruction. Mais je pense plus profondément que, comme la plupart des démocraties occidentales, on doit avoir une magistrature qui doit s'enrichir et porter en elle des parcours, des cursus professionnels qui soient différents que simplement celui de l'École nationale de la magistrature, même si aujourd'hui, il existe déjà un certain nombre de passerelles. Donc, mesdames et messieurs, en conclusion, je voudrais simplement vous dire que je souscris totalement à cette phrase du procureur général Nadal qui disait « On ne rend pas service à l'état de droit, à la force de la loi et tout simplement à la République quand on dénigre ou quand on la transforme en bouc émissaire ». Il parlait des magistrats. Je crois profondément que le pouvoir politique doit être particulièrement attentif à sa justice, qu'il ne doit pas inspirer la défiance à l'égard des magistrats. C'est facile, ça ne règle rien, mais surtout, plus globalement et plus généralement, ça affaiblit profondément le contrat social. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que j'ai confiance dans la justice de mon pays, j'ai confiance dans les magistrats qui font un métier extrêmement difficile, et je voudrais que nos compatriotes participent à ce sentiment de confiance à travers les propositions que nous voulons porter pour les prochaines échéances électorales. Je vous remercie.